Amis gays, lesbiennes ou trans, vous voulez un conseil? Évitez l'Équateur. Ils m'ont aussi mis par terre, ils ont sauté sur mes chevilles, jusqu'à les casser. Je ne pouvais pas me relever. C'était pour que je ne puisse plus courir. Comme quand tu coupes les ailes à un oiseau. Ici, l'homosexualité est une maladie. Et il y a même des cliniques pour ça. Équipés d'une caméra cachée, nous allons visiter l'un de ces centres de désintoxication situés dans la banlieue de Quito, la capitale de l'Équateur. Nous nous faisons passer pour la famille d'une jeune femme lesbienne que nous souhaitons faire revenir dans le droit chemin. Le directeur nous reçoit et nous expose sa théorie sans sourciller. L'homosexualité, vous savez, c'est un trouble psychologique qui est souvent lié à une consommation de drogue. La consommation de drogue crée souvent chez les jeunes une transformation de leur identité sexuelle. Vous allez pouvoir nous aider? Oui, bien sûr. Mais attention, pour que ça marche, je dois avant tout identifier les causes de son problème, pour ensuite lui redonner sa féminité. La clinique compte une quinzaine de lits. Au loin, un groupe de patients que nous n'aurons pas le droit de rencontrer. Impossible de savoir s'il s'agit de jeunes alcooliques, de toxicomanes ou d'homosexuels en cure de désintoxication. En Équateur, on a découvert des centres clandestins qui soignent l'homosexualité par la torture. Ces centres sont devenus un enjeu de santé publique. Les plaintes de victimes se multiplient. Viols, harcèlement, humiliation. Pour redevenir hétérosexuels, les gays vivraient l'enfer pendant des mois. Ils m'ont attaché à des toilettes et ils m'ont plongé la tête dans la cuvette où 70 personnes faisaient leurs besoins. Dans ce pays catholique, l'homosexualité était un crime il y a encore 20 ans. Un homosexuel pouvait purger jusqu'à 8 ans de prison. Aujourd'hui, officiellement, il est interdit d'enfermer des personnes en raison de leur sexualité. Les homosexuels ne sont plus des criminels, mais des malades souffrant d'une addiction. Les cliniques privées ont pris le relais des prisons. Le scandale de ces fausses cliniques de désintoxication en Amérique du Sud. Le feuilleton Zulema éclate en 2014. Zulema, ici avec des lunettes et un t-shirt noir, est interné de force dans une clinique par ses parents. Sa petite amie lance un appel au secours sur les réseaux sociaux et réussit à la faire libérer. Les propriétaires de la clinique écopent de 6 mois de prison. L'établissement est fermé. Regardez cette chemise, c'est la preuve de la violence avec laquelle ils ont retenu Zulema. Le pays découvre la sombre existence de ces cliniques. Aujourd'hui, la jeune femme habite avec Titi, sa compagne. Voilà notre chambre. C'est notre petit nid. C'est son père, un riche équatorien proche du gouvernement qui aurait orchestré cet enlèvement. Il l'a piégé en l'invitant au restaurant. Zulema a passé plusieurs semaines enfermée dans une clinique. Je ne suis même pas arrivée jusqu'au restaurant. J'avais à peine démarré ma voiture qu'une autre voiture s'est arrêtée devant la mienne pour me kidnapper. C'était fou. Et à partir de là, je ne pouvais plus communiquer avec personne. Même si Titi et Zulema célèbrent aujourd'hui leur liberté retrouvée, elles vivent toujours dans la crainte d'un nouvel enlèvement. Menacées par leur famille qui n'accepte pas leur homosexualité, elles ont passé 1 mois sous protection judiciaire. J'aurais toujours peur que ça recommence car je n'ai aucune confiance en la famille de Zulema. Le problème, c'est qu'ils pourraient de nouveau vouloir m'interner. On garde toujours en tête ce qui s'est passé ce jour-là et on reste prudente quand on sort. Voici le procureur qui avait dirigé l'enquête. Un dossier compliqué tant les propriétaires des cliniques avaient des appuis au plus haut niveau de l'administration. Pendant l'instruction, nos informations fuitaient. Les propriétaires des cliniques savaient ce qui allait se passer. Donc, on a dû mettre en place une stratégie.
On a d'abord bloqué tous les téléphones portables des hauts fonctionnaires avant les perquisitions. Il fallait les affronter sans crainte, parce que derrière, c'était toute une mafia qui les contrôlait. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Pour Zulema, mais aussi pour tous les autres. C'est fini. Ah bon? Pour vous, c'est terminé? Oui, aujourd'hui, je peux vous dire que ce problème n'existe plus en Équateur. Le procureur a l'air bien sûr de lui. Pourtant, des cliniques continuent d'interner des homosexuels. La preuve dans cette banlieue éloignée de Quito. Une caméra cachée dans la veste. Nous nous présentons avec la même histoire. Nous souhaitons faire interner un membre de notre famille, une jeune femme lesbienne. Ici, notre méthode, elle marche. La preuve, moi-même, je suis un ancien drogué. Et maintenant, je suis guéri, j'en suis sorti. Nous avons droit à une visite, notamment des chambres. Des pièces insalubres d'une dizaine de mètres carrés, avec 5 lits. Ce jour-là, pas de patients, encore moins de médecins ou d'infirmières. On peut entrer? Non. Non, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Il y a une série de règles à respecter. Mes collègues ne vous l'ont pas dit? Désolé. Le jeune directeur va nous expliquer les bases de son traitement, qui n'a rien de vraiment scientifique. Ici, on soigne les patients en leur faisant faire du sport, car on part du principe que les médicaments ne sont pas nécessaires. Donc on m'a dit que vous vouliez interner votre fille lesbienne, c'est ça? Ici, c'est un centre réservé aux hommes, mais elle peut dormir dans ma maison. Ma femme n'est pas lesbienne, donc elle pourra dormir avec elle et comme ça, on pourra l'aider à changer sa sexualité. On peut l'interner 6 mois. Je pense que c'est le temps nécessaire. Combien on va devoir payer? C'est $400 par mois. On peut signer un contrat quand vous voulez. Je vous confirmerai exactement le lieu où elle dormira. 400 $ par mois pendant 6 mois. Une fortune dans ce pays andin. La plupart de ces cliniques se présentent comme des centres de désintoxication pour drogués ou alcooliques et sont donc agréés par le ministère de la Santé. Mais il y a les établissements clandestins. Depuis l'affaire Zulema, les autorités en ont fermé une trentaine. Mais il en resterait encore 200 dans le pays, selon les ONG. Nous sommes des journalistes étrangers et en quelques jours seulement, nous avons réussi à localiser plusieurs cliniques clandestines. Vraiment, vous avez des informations? Mais pourquoi fonctionnent-elles encore? Elles fonctionnent tout simplement parce qu'on ne sait pas où elles se trouvent, ces cliniques clandestines. On n'en sait rien. On ne possède pas un service de renseignement au ministère. Mais quand il y a des dénonciations, on réagit tout de suite. Quand tu me donneras tes informations, tu verras que le ministère réagira et activera une enquête pour fermer la clinique à partir des dénonciations. Mais vous pensez que c'est une bonne stratégie de fonctionner seulement à partir des dénonciations? Les victimes ont peur de dénoncer des cliniques. Le problème, c'est que la population a peur, parce qu'elle n'a pas confiance dans les institutions. Mais s'ils avaient confiance, ils comprendraient qu'on est là pour les protéger et qu'il y a une réponse réelle de la part du gouvernement. Un ministère qui n'a pas les moyens de faire des contrôles. Une justice qui considère que le dossier est clos. Pourtant, les langues commencent à se délier, grâce à une avocate qui a décidé de venir en aide aux victimes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous au palais de justice avec un collègue. Un nouveau témoignage vient d'être recueilli. On vient d'apprendre qu'une autre lesbienne a été enfermée, contre sa volonté, dans une clinique pour changer son orientation sexuelle. Les témoignages ont beau se multiplier, une seule affaire a été instruite ces 15 dernières années. Le problème, c'est que les victimes reviennent souvent sur leurs témoignages. Vu que ce sont leurs propres parents qui les enferment, elles ne veulent pas porter plainte pour ne pas prendre le risque de les faire condamner.
Et nous, pour nous saisir du dossier, nous avons besoin de ces témoignages. Surtout le problème, c'est qu'après avoir été autant torturées, violentées et menacées par les internes de ces cliniques, les victimes ont extrêmement peur d'eux. Et puis, elles ne veulent pas porter plainte contre leur propre famille. Mais surtout, les victimes ont peur que les responsables de la clinique les tuent. C'est pour ça que je parle de mafia. C'est vraiment une mafia. Et elle est capable du pire. Pour lutter contre ces organisations, Silvia Buendia a créé une cellule de crise avec des activistes des associations LGBT. Leur but ? Sauver les jeunes gays qui risquent l'enfermement. Une jeune fille est séquestrée chez elle par ses parents. Il faut agir vite, avant que l'adolescente ne soit internée de force dans une clinique. J'ai reçu ce matin 7 enregistrements. C'est une maman qui a découvert que sa fille sortait avec une autre fille du collège. Elle a envoyé ses menaces sur le portable de la copine. Écoutez bien. J'ai vu tous vos SMS, je suis dégoûtée. Nous sommes catholiques. Dieu a créé l'homme et la femme, comprends-le. Sale folle, sale malade. Vous avez rendu ma fille folle. Elle a essayé de se suicider à cause de vous. Et dis à toutes ces salopes de lesbiennes qui aiment bouffer des chattes qu'elles ne s'approchent plus de ma fille ou vous aurez affaire à moi. Je vais vous dénoncer à la police. Vous êtes des toxicomanes et des sales lesbiennes. Vous avez transformé ma petite fille. C'est terrible. Quel âge a la jeune fille? Elle a 15 ou 16 ans, pas plus. Silvia a convaincu les amis de la jeune fille de venir témoigner. Ils vont aider l'avocate à établir un contact avec la famille. Maintenant, il faut qu'on trouve qui sont ses parents. Il faut qu'on sache exactement leur adresse. Et le plus important, savoir si elle va encore au collège. Non, ils l'ont enfermée chez elle. Son ordinateur, son téléphone, ils lui ont tout confisqué. Pour communiquer, elle fait passer des lettres à des amis par la fenêtre. Le problème, c'est que les autorités ne font pas leur travail. La police est homophobe. La société est homophobe et ne respecte pas les droits de l'homme. Tout ça, c'est une tragédie. On ne devrait pas être ici à enquêter. C'est terrible que l'on soit obligé de faire ce travail. Il y a quelques mois, Silvia a remporté une belle victoire. Elle a réussi à faire sortir un jeune gay d'une clinique de rééducation où sa mère l'avait fait interner. Elias a vécu un calvaire. Depuis, il vit avec sa grand-mère et son cousin. Pour m'empêcher de m'évader, ils m'ont attaché à un citronnier et enduit de sucre pour que les fourmis me piquent toute la nuit. Ils m'ont aussi mis par terre et ils ont sauté sur mes chevilles, jusqu'à les casser. Je ne pouvais pas me relever. C'était pour que je ne puisse plus courir. Comme quand tu coupes les ailes à un oiseau. Pour bien me punir, ils m'ont aussi arraché les ongles. C'était désespérant ce que je vivais à l'intérieur. En fait, le propriétaire m'a utilisé comme un cobaye. Il voulait voir s'il pouvait changer un homosexuel et appliquer sa méthode à d'autres par la suite. Elias était le seul homosexuel parmi des toxicomanes en traitement. Tout le monde savait que j'étais là-bas parce que j'étais gay. Alors ils ont tous abusé de moi. Abusé sexuellement? Oui, sexuellement. Sa grand-mère était contre son enfermement. Avec son cousin, gay lui aussi, elle a tout fait pour qu'il soit libéré. Moi, j'ai peur pour mes petits-enfants. Quand ils me disent qu'ils veulent sortir dans la rue, je leur dis toujours « que Dieu vous garde ». Elias n'a jamais porté plainte contre sa mère, ni contre la clinique. Depuis cette expérience, le petit-fils et sa grand-mère suivent une thérapie ensemble pour tenter d'oublier.
Ceux qui disent « je suis gay, je l'assume et je vais vivre comme ça » sont vraiment courageux. Moi, je suis un lâche. J'ai tenté à plusieurs reprises de me suicider. Après tout ça, c'est difficile de retrouver l'estime de soi. Dans ce pays très conservateur, un seul psychologue a le courage de militer pour une sexualité libre. Il est devenu le spécialiste de ce qu'il appelle une génération en danger. Ces jeunes souffrent de déstructuration psychique. Ils ne savent plus s'ils sont homosexuels ou s'ils ont été punis par Dieu. Donc ils finissent par ne plus savoir qui ils sont réellement. Le chemin vers la mort est à prendre très au sérieux, car s'ils n'existent plus socialement, ils peuvent avoir envie de mourir. Et le risque de suicide devient alors très important. Traiter l'homosexualité comme une maladie est illégal. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Mais pour ce psychologue, en Équateur, les médecins ne respectent pas les conventions internationales. Quand ils reçoivent des familles qui veulent guérir l'homosexualité de leur enfant, certains psychologues ne disent pas que c'est impossible, que ça ne se guérit pas. Ces professionnels, en fait, en entretenant ce mensonge, ce qu'ils veulent, c'est continuer à avoir des clients ou des patients. Des familles qui veulent imposer l'hétérosexualité à leurs enfants et des psychologues qui les encouragent pour gagner plus d'argent. Et si c'était l'Équateur qui était malade? Une maladie entretenue par l'Église catholique d'abord, et maintenant par l'Église évangélique. Les protestants revendiquent aujourd'hui plus de 2 millions de fidèles, soit 13% de la population. Leurs prêches sont ouvertement homophobes. Les évangélistes proposent eux aussi des cures aux familles désemparées. Que votre fille puisse comprendre que c'est toi, Dieu, qui a le contrôle de tout. Et que très souvent dans nos vies, tu nous donnes des épreuves à traverser. Javier vient ici depuis 5 ans. C'est le seul qui acceptera d'être filmé lors d'une consultation. Quand on analyse les racines de ton problème d'homosexualité, on comprend d'où ça vient. Il s'agit d'un abus sexuel. Nos statistiques nous disent que 80% des gens qui ont des pratiques homosexuelles ont été abusés sexuellement dans le passé. Mais d'où viennent vos informations? On se base sur de nombreux témoignages de nos fidèles qui ont étudié leur propre comportement. On se base aussi sur la parole de Dieu. Nous partons du principe que chaque organe vital a une fonction spécifique. Un anus, c'est fait pour quoi? Pour déféquer. Donc on doit utiliser notre corps tel que Dieu l'a conçu. Cette association évangélique possède 3 bureaux dans les grandes villes d'Équateur. Tous les organisateurs sont volontaires pour faire passer le message. Et ça marche. Après 5 ans de rééducation, cet homosexuel repenti est convaincu qu'il souffre d'addiction. J'ai identifié les racines de mon problème. Du coup, j'ai réussi à me soigner en partie. Je travaille constamment là-dessus. C'est une lutte éternelle et permanente. C'est comme les diabétiques. On n'en est jamais vraiment débarrassé. Le jour où tu prends plus ton traitement, ça revient toujours. Grâce aux évangélistes, j'ai compris que l'homosexualité était un mensonge, un énorme mensonge de la société, et que je devais retrouver l'identité hétérosexuelle que Dieu m'a donnée. Plus de 70 pays considèrent toujours illégale l'homosexualité. Selon le régime, les gays et les lesbiennes encourent au mieux la prison, au pire, la mort.